Merci Camille pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Oui, donc les deux parties, les deux seront complémentaires. En fait, moi, je ne vais pas faire l'introduction. Et puis, non, les deux sont complémentaires. C'est deux points de vue de comment nous on utilise le machine learning dans le domaine de la santé et principalement sur des applications chirurgicales. Donc, il y aura un lien. On essaie de ne pas faire de redite. Et puis si vous n'osez pas poser des questions à Dwigou parce que vous ne parlez pas très bien anglais, je pourrais te redire. Je ne parle pas très bien anglais non plus, mais j'ai pas peur d'essayer. Donc moi je suis chercheur à l'INSERM. L'INSERM c'est une structure de recherche médicale, mais mon background il est pas médical du tout. J'ai pas fait d'études de médecine, j'ai fait des études classiques, scientifiques, ingénieur, informatique. Mais dès le départ, j'ai décidé d'appliquer mes compétences techniques au domaine de la médecine. Enfin, juste pour une anecdote, j'avais le choix entre deux sujets de thèse, un qui était dans l'armée et l'autre qui était dans l'imagerie médicale cérébrale. Donc voilà, je suis ici maintenant pour vous parler de la chirurgie. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais donner quelques exemples des travaux de recherche qu'on fait. Évidemment, moi je parle maintenant, mais il y a toute une équipe derrière moi avec qui je travaille, dont Dwigou qui va présenter tout à l'heure. Donc une équipe de doctorants, de post-docs, d'ingénieurs qui font vraiment le travail de base et technique sur les projets. C'est une équipe un peu particulière aussi parce qu'on a dans l'équipe qui travaille avec nous directement des chirurgiens, des neurochirurgiens, des chirurgiens ORL, chirurgiens orthopédiques, depuis peu gynéco-obstétriques aussi. Et donc tous les travaux qu'on mène, même si on est d'abord des gens qui développons des technologies, tous les travaux qu'on mène dans le domaine de la santé, de la chirurgie plus particulièrement, sont définis et conduits avec les chirurgiens. On ne va pas partir dans un délire de chercheur et puis au bout de 2-3 ans aller voir un chirurgien et lui dire tu penses quoi de ça? Non, non, on travaille dès le départ ensemble. Moi, je co-encadre des thèses de sciences de chirurgiens. On est devenus des amis parce que ça fait des années qu'on se connaît et qu'on travaille sur Pontchaillou. Donc on a vraiment un travail de confiance et de proximité. Bon, je vais démarrer tout de suite la présentation. Donc la chirurgie est un domaine qui assez tôt a profité du développement des nouvelles technologies du numérique. Beaucoup d'images, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup d'assistance. Parce que aussi c'est un geste qui est délicat, hein, qui est sensible et dont l'enjeu est fondamental. Alors dans le passé, le chirurgien était un petit peu tout seul devant le patient, puis il soignait comme il pouvait avec les connaissances, les outils qu'il pouvait avoir. Aujourd'hui, on a quand même, le chirurgien opère déjà aujourd'hui avec une somme de connaissances qui sont en partie formelles, qu'on peut trouver dans des livres, ou parfois dans des atlas, et puis quelques outils, quelques instruments chirurgicaux, on préfère dire instruments qu'outils, parce qu'outils ça fait un peu bricolage, quelques instruments chirurgicaux comme des robots, ou des systèmes de navigation, des genres de GPS de la salle d'op. Mais le chirurgien reste quand même un petit peu isolé par rapport à je dirais, à ce monde technologique qui l'assiste, et le lien est parfois, comme on dit, implicite. Donc c'est un peu à lui de se débrouiller, à lui ou à elle de se débrouiller avec ces technos. L'évolution, ce qu'on voit avec la science des données chirurgicales, ce qui est un peu la raison de cette présentation aujourd'hui, c'est qu'on va chercher, comme dans notre domaine, hein, comme dans d'autres domaines de la data science, on va chercher à intégrer toutes ces données ensemble, toutes ces données, ces informations, ces connaissances, pour avoir, par cette intégration, facilité le travail du chirurgien dans sa compréhension de toutes ces informations, données et connaissances. Et aussi une intégration avec les instruments chirurgicaux qui sont en bloc opératoire, et notamment les robots chirurgicaux qui apparaissent. Donc l'idée de la Surgical Data Science, c'est cette évolution qu'on est en train de vivre là en ce moment. Alors, la data science, c'est quelque chose qui est connu, hein, c'est un mot-clé qui a déjà, qui existe dans le domaine biomédical depuis une quinzaine d'années.
Quels sont les enjeux technologiques? Pourquoi on a besoin de développer des nouveaux outils dans la data science biomédicale, particulièrement parce que les données sont complexes, elles sont multimodales, elles sont variables, elles sont incomplètes. Enfin, c'est le bazar un petit peu. Donc, ce ne sont pas des données aussi faciles que dans certains autres domaines. Donc, on a besoin d'adapter les méthodes de la data science aux spécificités médicales. Pourquoi il y a besoin d'un mot-clé particulier pour la chirurgie? Parce qu'il y a encore des challenges en plus de toute cette complexité du médical. Dans la chirurgie, elle est encore plus variable. Non seulement elle est variable parce que chaque patient est différent, mais aussi parce que chaque chirurgien opère différemment. En plus, c'est pas comme la recherche dans les médicamenteuses, par exemple. Le traitement est fait par un acteur humain, parfois assisté par des machines, mais il y a toute une équipe humaine qui est mise en jeu dans le traitement, et donc il y a cette particularité. On doit prendre en compte les humains et les processus, on le verra tout à l'heure, ce sera en partie ce que Dugu présentera. On doit prendre en compte les humains, leur rôle et leur process dans l'analyse des données. Alors il y a une évidence aussi, hein, c'est que c'est un environnement qui est très critique, donc le moindre geste, enfin, on imagine la chirurgie, la neurochirurgie par exemple, la décision doit être prise de manière sûre, sans trop d'incertitude. Donc il y a vraiment là des... Et en plus c'est en temps réel, on demande une assistance en temps réel. Ce qu'on sait aussi dans l'idée de la data science, alors peut-être vous connaissez ça par cœur, je mets un peu des mots-clés et puis après on va aller plus dans l'illustration. Hein. L'idée de la data science, c'est on a des capteurs, on a des signaux, on a des images, on a des tas de données, et puis ce sont des données qui sont plus ou moins brutes, hein, comme un pixel, la valeur, elle n'a pas beaucoup de sens en soi. L'idée de la data science, c'est dans ce processus d'aller de la donnée à l'information et de l'information à la connaissance. Donc c'est de donner un sens à la mesure, à la data, et donc de passer de la data à l'information, et de regrouper des informations pour en générer de la connaissance. Et la data science, elle est plutôt là, elle est vraiment dans les trois étapes, aller jusqu'à la connaissance. Vous verrez encore quelques exemples. Alors moi je suis ingénieur, donc j'aime bien les schémas avec les diagrammes, les trucs. Donc j'en mets tout le temps dans mes présentations, et avec des flèches et des trucs qu'on fait sous PowerPoint. Voilà comment on voit et on met en jeu la data science en chirurgie dans nos recherches. Je vous disais, on part de données brutes, alors qui sont assez différentes, elles sont de nature différente, on l'a déjà vu, elles sont multimodales, multidimensionnelles, variables. Donc on a plein de senseurs dans le médical, plein de capteurs dans le domaine médical, on a plein d'images médicales, des IRM, des scanners, on a plein de signaux aussi qu'on peut mesurer, de l'électroencéphalographie, de la magnétoencéphalographie, de la cardio, d'électrocardiographie. Et puis on a d'autres types de données, comme des données cliniques, on a l'âge du patient, on a son genre, et puis on a aussi des données qui sont enregistrées par les cliniciens dans quel état, l'état clinique du patient. Et donc ce qu'on va faire dans la première étape, c'est qu'on va développer des méthodes d'analyse qui nous permettent, à partir de ces données brutes, de générer ce qu'on appelle des modèles, hein, de l'information. Souvent, ce sont des modèles qu'on dit spécifiques aux patients. Donc c'est un genre de modèle, alors virtuel, enfin c'est évident, mais... Et la deuxième étape dans la data science, c'est de collecter les modèles d'une population de patients, de les mettre dans un entrepôt de données, dans une base de données, hein, c'est le nouveau mot qu'on utilise, et par apprentissage, encore une fois c'est de l'analyse, hein, mais aujourd'hui, avant c'était avec des stats, maintenant c'est avec du machine learning, par apprentissage on va faire cette étape de information vers la connaissance, donc générer de la connaissance. Alors ce qui est intéressant à avoir en tête, hein, c'est qu'avant qu'on fasse du machine learning, même le deep, hein, cette étape d'analyse permettait de générer de la connaissance qui était explicite. Donc c'était des fonctions, c'était des modèles. On arrivait à comprendre cette connaissance. Aujourd'hui, souvent cette connaissance, elle est implicite dans le réseau. Hein, on ne sait pas trop. Mais par contre, elle nous permet de créer des règles, de répondre à des règles. Bon, bref, peu importe. Ce qu'il y a dans la data science, et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a généré de la connaissance, on peut la réinstancier, c'est comme ça qu'on dit, hein,
pour le patient. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans un contexte spécifique pour un patient spécifique. Comme de la prédiction, hein, comme quand on réutilise un réseau qui a été appris, on le réutilise pour prédire une nouvelle valeur. Là, c'est ce qu'on retrouve ici. Et une fois qu'on a cette boucle qui est faite, là, l'information soit générée des données, soit venant de la connaissance appliquée à un patient spécifique, on l'utilise dans je mets CAS, là, en anglais c'est Computer Assisted Surgery, donc on l'utilise dans des systèmes d'aide à la chirurgie. Alors ce qui est intéressant à voir, encore une fois c'est du blabla, hein, mais la data science, c'est trois flux, trois flèches principales. C'est donc des données à l'information, mais surtout de l'information à la connaissance. Ça, c'est vraiment l'aspect important. C'est une génération de connaissances qui est continue, parce qu'à chaque fois qu'on a un nouveau patient, on a des nouvelles données et on engrange de la nouvelle connaissance. Et puis, c'est aussi une instantiation qui est possible. Donc, on a ce flux-là, cette circulation, et qui fait que le système s'enrichit, on a de plus en plus de connaissances, on l'utilise sur des nouveaux patients, donc on améliore les pratiques. Enfin, c'est ça un peu l'idée, hein, c'est de l'amélioration continue. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qu'on met en entrée, c'est en fonction de ce qu'on met en entrée dans ce mécanisme-là, ce schéma, on va générer de la connaissance soit sur le patient, soit sur la pratique chirurgicale, et c'est ce que vous montre Adouigou. Si on met en entrée des données qui concernent comment les chirurgiens font dans le bloc, on va avoir le même schéma, mais pas pour le patient, mais pour la pratique chirurgicale elle-même. Les applications dans le domaine chirurgical, une fois qu'on a compris ça, après c'est juste implémenter des logiciels. On a deux grandes familles d'applications. On va assister le ou la chirurgienne à faire son intervention, ce qui veut dire à la préparer, à la réaliser au bloc, et éventuellement à l'évaluer après l'intervention, avec des systèmes d'aide à la décision, avec parfois de l'automatisation du geste chirurgical, avec de la robotique. Hein. Et puis aussi, on va avoir des outils, là c'est pareil, Douigou montrera plus cette partie-là, qui nous permettent de mieux gérer le bloc opératoire. Elle vous montrera comment. Deuxième grande famille d'applications, c'est l'apprentissage et l'évaluation. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les chirurgiens apprennent en faisant, donc apprennent en nous opérant. Demain, on aimerait bien qu'ils apprennent de façon un petit peu différente, un peu comme les pilotes d'avion sur des simulateurs, et aussi qu'ils soient évalués en continu. Ce n'est pas parce qu'ils sont devenus chefs de service que il reste des experts, ils perdent un peu en pratique, c'est connu, c'est un effet qui est connu. C'est pour ça que les pilotes d'avion, ils ont besoin de repasser des certificats régulièrement tout au long de leur carrière. Ça, on doit y arriver en chirurgie aussi, et les chirurgiens le savent et sont prêts à ça. Donc là-dessus, nous, on peut apporter des outils sur ces aspects-là, d'évaluation et d'apprentissage. Bon, allons-y, rentrons dans un sujet. On va prendre un exemple. Je vais vous dérouler un peu l'histoire. Alors, comme on est dans le domaine médical, ça part d'un problème médical. Alors, on voit ici, certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo, c'est un patient rennais qui s'appelle Eric, il y a quelques années, hein, qui a une maladie qu'on appelle neurodégénérative, qui s'appelle la dystonie, et qui provoque des contractions musculaires involontaires. Voilà, le problème, il est là. Et là, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Comment on peut travailler, nous, de notre côté ? Alors, il y a eu... un autre exemple, je vais passer cet exemple-là, c'est un autre exemple de dystonie, on verra tout à l'heure le résultat. Donc, contraction aussi, donc ça peut être à la fois on voit les contractions des muscles qui sont involontaires. Alors pourquoi ça vient d'où ? Alors c'est quelque chose de compliqué, moi-même je ne sais pas trop, mais globalement c'est... tous les mouvements au cerveau sont provoqués par un circuit qui fait que l'ordre part de la surface corticale, de la surface du cerveau, et va au milieu du cerveau, là où il y a un peu le contrôleur là, qui gère un petit peu tout. Alors bon, il y en a plusieurs, donc ils s'échangent des signaux, et puis après, l'ordre s'en va aux muscles, hein, une fois que ça se fait bien. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce que bon, il y a des autres échanges entre des structures cérébrales, mais c'est globalement la manière dont ça se passe. Le problème avec les maladies comme la dystonie ou la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a un mauvais fonctionnement ici dans la transmission de l'information.
Alors, il y a un neurochirurgien. Alors, on peut utiliser les médicaments, mais il y a plein d'effets secondaires. Mais il y a un neurochirurgien français, il y a une trentaine d'années maintenant, qui a inventé une technique qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde et qui consiste à mettre dans le cerveau du patient des petites électrodes. J'en ai amené une ici, là, un petit peu tordue parce qu'elle est vieille, j'arrête pas de la montrer. Donc on met les petites électrodes au milieu du cerveau pour aller stimuler les petites structures qui ne marchent pas très bien, là qu'on a vu. Et c'est une stimulation qui est continue, haute fréquence. Donc le patient porte tout le temps ces deux électrodes, c'est bilatéral, hein, c'est dans les deux structures. Et le simulateur est placé sous la peau, sur la poitrine. C'est un peu le pacemaker du cerveau. Alors on voit Eric, 2-3 ans après, bon, il a un peu grandi, hein, il n'a plus ces troubles, ces contractions musculaires involontaires, il ne les a plus. L'effet est assez incroyable. On voit là par exemple un autre exemple d'un patient qui a des tremblements. Il a cette petite télécommande qui contrôle le stimulateur. Il vient de l'allumer. Alors, il nous montre que la télécommande, si vous ne voyez pas très bien, vous pouvez voir sur les écrans, il nous montre que la télécommande elle est on. Il n'a plus aucun tremblement. L'effet est immédiat. Enfin immédiat, 2-3 secondes. C'est assez incroyable. Alors, c'est la suivante. Donc, il montre la Céone. Je crois que c'est celle-là. Je n'ai pas mon retour. Et il va l'éteindre. Donc, il va mettre, là, il met en off. Voilà, on voit, vous voyez les tremblements qui reviennent tout de suite après. Donc, ça ne guérit pas, ça compense les troubles moteurs. C'est une sacrée technologie quand même, hein. Donc on voit l'autre patiente aussi qui donc a plus. Alors ce qui est intéressant à voir là, c'est qu'on voit qu'elle a plus ces tremblements, mais vous voyez des petites contractions de l'épaule un peu involontaires là. On va voir à un moment donné des gestes un petit peu désordonnés. En fait, ça marche, mais il y a des effets secondaires. Donc ça, c'est un des effets secondaires, mais il y en a plein d'autres. Alors pourquoi il y a des effets secondaires? Parce que c'est compliqué. On va aller mettre l'électrode dans une petite structure au milieu du cerveau qu'on va essayer de stimuler. Cette structure, elle est grande comme le bout de mon petit doigt, une amande, à peu près une amande. Hein. Et elle est au milieu du cerveau et on y va en aveugle. Avec une électrode, vous voyez, c'est celle-là. Là, vous voyez sur l'image, elle est à l'échelle. Donc vous imaginez la taille de la structure. Et on ne la voit pas dans l'IRM, manque de peau, on ne la voit même pas dans l'IRM, même quand on prend les meilleurs protocoles d'imagerie par résonance magnétique, là on voit juste une petite ombre noire. Et donc les chirurgiens, pour arriver à positionner l'électrode exactement au bon endroit, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Les patients sont éveillés pendant l'insertion d'électrodes et ils testent l'électrode pendant la chirurgie sur le patient et ils regardent l'effet que ça donne. Et donc là, ils sont en train de tester la rigidité du poignet, qui est un des symptômes de la maladie de Parkinson, et ils testent directement. Alors le patient ne sent rien, hein. Le patient ne sent rien du tout. Heureusement, il n'y a pas de nerfs dans le cerveau. Et il a une anesthésie locale sur la peau, mais il continue, donc il discute avec les neurologues, vous allez voir un autre exemple tout à l'heure. Le problème qu'il y a encore, c'est que non seulement il faut aller cibler cette petite structure, cette petite amande, mais pas n'importe quel endroit. On sait, la littérature nous a montré qu'il y a 3 territoires fonctionnels dans cette petite amande et qu'il faut aller taper dans la région motrice et pas dans les autres. Parce que si on va stimuler dans les autres, ben on a des risques d'aller toucher d'autres fonctions cérébrales. Et en fait, alors j'ai fait une belle animation, j'aime bien faire des belles animations PowerPoint comme ça. En fait, ce qu'on voit par habitude, hein, et puis en allant voir les patients précédents, selon l'endroit où on met l'électrode exactement, on peut avoir plein d'effets secondaires. Ça marche à 85% des cas, mais on peut avoir plein d'effets secondaires, certains gênants, d'autres vraiment très gênants. Ils ne sont pas tous moteurs, hein. Ils sont parfois neurologiques, neuropsychologiques aussi. On a des effets sur les émotions, éventuellement des tendances à plus de suicide aussi chez certains patients. On avait au départ, hein, ça c'est... Donc c'est là où nous, il faut qu'on intervienne. On va essayer de mieux faire, on va essayer d'aider la neurochirurgienne, parce qu'à Rennes, c'est une neurochirurgienne. On va essayer de développer des outils pour l'aider à opérer, à planifier sa trajectoire, à mieux l'implanter dans le bloc opératoire et éventuellement l'évaluer après coup.
dans une idée de data science, de surgical data science, où c'est ça, on l'aide à préparer, on l'aide à faire, on l'aide à voir après coup ce que ça donne, et on l'aide à analyser toutes les populations de patients pour en retirer des règles, pour faire mieux encore à la prochaine fois pour le prochain patient. Alors, je vous montre un petit peu ce qu'on a développé. On utilise tout ce que l'imagerie médicale peut nous donner comme données. Et on développe des méthodes de traitement d'images, c'est comme ça que ça s'appelle, pour extraire de ces données de l'information. Par exemple, on voit pour chaque patient, on crée ce modèle, j'aime pas dire modèle virtuel, parce que ce modèle 3D ou ce patient virtuel sur lequel la neurochirurgienne peut aller réfléchir à la meilleure trajectoire qu'il faut pour atteindre la cible à stimuler. On fait des modèles qui permettent de voir la simulation de la stimulation, ici dans les structures cérébrales. Et puis, on met ça dans le bloc opératoire pendant qu'ils opèrent. Donc, on voit la neurochirurgienne ici et le neurologue qui sont ensemble en train de discuter. Et puis, on a mis notre logiciel comme ça pour leur donner. Alors, ça ne remplace rien, ça donne une petite source, on est très modeste, ça donne une petite source d'information supplémentaire dans la prise de décision. Après l'intervention, le patient ou la patiente a un scanner, une imagerie scanner, qui permet de voir l'électrode, et on va remettre cette électrode dans le modèle 3D du patient pour aller voir finalement est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce que la neurochirurgienne a bien fait son travail. Alors évidemment, elle travaille bien. Elle est dans la cible orange, qui est le noyau sous-thalamique, ce qui était ciblé. Ça lui permet de se repérer exactement comment c'est à l'intérieur, où je suis exactement. Alors ce qu'on va commencer à faire, ça on est avant l'intervention, pendant l'intervention, après l'intervention. Là on va rentrer dans l'analyse de population. On a développé des méthodes qui nous permettent de mettre dans un même environnement spatial toutes les électrodes qui ont été implémentées pour une population de patients. Alors vous voyez, elles ne sont pas évidemment toutes au même endroit, avec toute la même inclinaison, avec toute la même cible. Et donc ce qu'on va commencer à faire, c'est à regarder cette variabilité dans l'implantation. Là on voit à peu près le résultat d'une trentaine de patients qui sont implantés pour la maladie de Parkinson dans le noyau sous-thalamique. Et vous voyez, ça tourne un petit peu autour, parce qu'il n'y a pas de vérité terrain. En fait, la cible qui était au départ, ce que tout le monde disait, il faut qu'on soit dans le noyau sous-thalamique, finalement, ça a l'air d'être plus compliqué que ça. Chez des patients, il faut être un petit peu en dehors, un petit peu au-dessus, un petit peu sur le côté. Et donc, la vérité terrain, c'est le patient qui est stimulé pendant l'intervention et on va à l'endroit qui donne les meilleurs résultats. Alors, ce qu'on a en plus comme source de données, ce sont les neurologues qui suivent les patients avant l'intervention évidemment, qui leur posent plein de questions sur la qualité de vie, la motricité. Ils ont des scores, on s'appelle ça les scores cliniques. Ils ont des grilles qu'ils remplissent. Et quand on va chez le neurologue qualifie la gravité de la maladie par une série de questionnaires standardisés, aussi sur la façon dont on parle, sur la qualité de vie, il y a différents scores. Enfin, il y a plein de scores. Il y a à peu près 80 scores. Et tous ces scores sont stockés dans une base de données. Et nous, on va utiliser cette base de données pour justement vérifier les cas qui marchent et les cas qui ne marchent pas. C'est toute la valeur de cette base de données. Donc on a toutes ces informations avant l'implantation, après l'implantation. J'ai fait une longue introduction, donc je vois bien. Et 6 mois après l'implantation, 1 an, 2 ans, 3 ans après l'implantation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va corréler les endroits qui sont stimulés avec les résultats cliniques. Et on va faire cette étude-là qui est... Je sais où j'ai stimulé, je connais les résultats, je connais les effets secondaires éventuellement, je sais quand ça a marché, je sais quand ça n'a pas marché. Et avec du machine learning, qui peut être du simple ou du deep learning, on va construire ce modèle par apprentissage qui va faire le lien entre les données d'entrée, qui sont la position X, Y, Z, et quand on sait dans une population les résultats qu'on a eus, les résultats cliniques, et on va apprendre comme ça le lien entre la position et la clinique. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle précis qui dise quand on stimule là, c'est ça qu'on a comme résultat. Les neurologues ne savent pas,
et l'état de la connaissance mondiale ne permet pas de définir de façon explicite cette relation. Et donc, dans notre cas, le machine learning correspond très bien. Et donc, on apprend et puis après, on prédit. Et donc, on l'a fait sur plusieurs jeux de données. Ici, par exemple, on va, à partir de l'apprentissage, créer une carte de couleurs qui nous donne, quand c'est rouge, les zones qui ont donné des meilleurs résultats cliniques quand on stimule dans cet endroit-là. On le fait pour chaque score qu'on peut avoir. Donc on a des cartes de prédiction sur la motricité, évidemment, qui est le résultat de la maladie, mais aussi la qualité de vie, le résultat sur le langage. On a vu qu'il y avait des effets secondaires, etc. Et donc, dans l'idée, on va faire ce travail-là sur toutes les données qu'on peut collecter, qui sont globalement, je récupère des signaux, je récupère par exemple les signaux qui sont enregistrés pendant la stimulation, je vois les résultats que ça donne chez le patient, par apprentissage, je crée ce réseau, simple, c'était il y a quelques années, c'était un réseau qui était très simple, et après, je prédis pour un nouveau cas le résultat que ça peut donner. Alors, on aime bien rendre ça, alors c'est ce que je vous montrais pendant l'intervention, on va enregistrer tous les résultats cliniques, quand ça marche et quand ça ne marche pas, pas que après. Et donc on va comme ça essayer de prédire des effets secondaires, et toujours pareil, par validation croisée, vous voyez bien, je connais le résultat, je regarde ce que mon système prédit, et puis je regarde si c'est ça. Et donc, on se retrouve avec des données avec des résultats qui sont pas mal quand même, parce qu'au départ, on pensait que c'était plus compliqué que ça, qu'un simple réseau ne pouvait pas prédire à ces niveaux-là, qu'il fallait un modèle un peu complexe. Et finalement, on arrive, alors on n'est pas parfait, mais on arrive à des scores de prédiction qui sont autour de 80. Pour les mieux, parfois on est à 60 pour les moins bien. Et puis pareil, on essaye de prédire, on a ces cartes de prédiction là, on essaye de prédire des nouveaux résultats cliniques à partir des données qu'on a. La boucle dont je vous parlais, une fois qu'on a ces modèles de prédiction et ces cartes de chaleur, ce qu'on a réussi à faire, c'est on arrive à les reprojeter pour des données, pour des nouvelles images d'un nouveau patient. Et donc quand la neurochirurgienne choisit la cible pour stimuler, elle va réafficher la carte de couleurs qu'on a calculée, et ça va lui donner une information non seulement sur l'anatomie, mais aussi sur la fonction, sur la clinique, sachant qu'on a implanté 30 patients, 40 patients, 100 patients. Voilà les zones qui ont donné le meilleur résultat. Donc je te conseille, tu fais ce que tu veux, mais je te conseille peut-être de prendre en compte cette information-là. Bon, je vais finir rapidement. Vous avez vu l'idée. Donc, dans ce même état d'esprit, on peut rajouter des nouvelles informations. Et notamment, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on rajoute de l'imagerie de tractographie. C'est une IRM qui nous permet de visualiser les fibres cérébraux. Et donc, on a comme hypothèse que peut-être que les effets secondaires sont aussi liés au fait qu'on stimule ces autoroutes qui permettent de communiquer entre la surface du cerveau et les zones profondes. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut expliquer, c'est peut-être pas juste le fait de stimuler des régions à l'intérieur, mais c'est peut-être aussi de stimuler ces fibres. Donc on est en train de rajouter ça dans les réseaux de neurones, ça marche pas super, mais bon voilà, on essaye. En faisant ça, on génère des nouvelles connaissances, pas directes, mais quand même, ça nous permet d'apprendre et de poser des hypothèses pour les neurologues. Donc, ça nous permet de publier des papiers dans des belles revues de neurologie. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ça nous permet, alors je zappe ça, on a aussi développé, en plus de ce cycle préparation chirurgie, on est en train de développer une étape où, avant même d'opérer, on va essayer par apprentissage de voir à l'avance, est-ce qu'on pourrait voir des patients sur lesquels on est sûr que ça ne va pas marcher. Donc, éviter qu'on implante des patients, c'est lourd, vous avez bien compris, si finalement le résultat à 80% risque d'échouer. Et donc, par apprentissage, on essaye, alors je passe ça, déjà, on utilise des auto-encodeurs, je zappe ça. Et donc, ce qu'on essaye de faire par apprentissage, c'est de regarder, est-ce qu'on a des critères qu'on pourrait extraire dans l'image qui nous permettraient directement de classifier le patient en différents types de maladies, sachant qu'il y a des maladies, on sait, qui ne sont pas traitables avec la stimulation cérébrale profonde. Donc ça, on n'a même pas publié, là, on est en train
On a un doctorant qui travaille là-dessus. On a des résultats pas mal, mais bon, je zappe ça. Et c'est juste pour finir. Je finis. Et pour introduire la deuxième partie, donc toute cette approche de machine learning qu'on fait là sur des données patients, je vous ai dit au départ, on peut les faire aussi sur des données qui sont liées au processus, au chirurgien, à sa manière de faire et d'opérer. Alors, l'idée qu'on a derrière, c'est de se dire, ce serait bien que dans les ordinateurs, dans nos logiciels d'assistance et d'apprentissage, eh ben, on a aussi une représentation informatique de la chirurgie. Donc ce que vous voyez là, par exemple, c'est un fichier XML qui décrit une procédure chirurgicale et qu'on représente comme ça par un graphe. Donc l'idée, c'est de prendre de la même manière, de prendre ces données comme des données sur lesquelles on peut extraire de l'information et calculer des connaissances. Alors comment on génère ces données? On a de la vidéo, bon, Dougou va vous remontrer ça, on a de la vidéo et puis on annote dans un premier temps à la main la procédure que fait le chirurgien. Et puis on construit des graphes comme ça qui montrent la variabilité des procédures chirurgicales. Donc là, on est dans la connaissance, hein, parce qu'on a les différents scénarios possibles pour une intervention chirurgicale. Bon, j'enlève ça, tu vas en parler. Alors, comment on utilise les réseaux profonds pour faire de l'apprentissage aussi, je vais enlever ça. Donc, dans cette idée de Surgical Data Science, on prend toute source de données dont on pourrait avoir, et la vidéo chirurgicale en est une, vous allez le revoir tout à l'heure. Hein. Et de la même manière, sur cette vidéo chirurgicale, on va essayer d'extraire des choses, donc faire de la data to information, et aussi de créer de la connaissance, le même cycle. J'enlève ça, tu vas le montrer. Donc les applications d'assistance, Hugo va le montrer. Je vais juste un mot parce que tu ne vas pas en parler. On a des applications d'entraînement de la chirurgie. Ici, on voit une infirmière de bloc opératoire qui prépare une table de chirurgie avant l'intervention. Et donc, de la même manière, on a décrit ces différentes manières de faire avec des fichiers XML. On a enregistré 10 façons de faire différentes. Et on a synthétisé ces descriptions dans un arbre, un graphe qui montre les différentes manières de faire, qu'on a injecté dans un simulateur de réalité virtuelle pour que les infirmières de bloc opératoire puissent apprendre dans un environnement virtuel à faire ce geste au lieu de le faire et apprendre dans le bloc opératoire réel. Donc on l'a installé juste avant l'été à l'école d'infirmières de Rennes. Et puis, ce qu'on fait très... Alors, je crois que tu en parles un petit peu, mais ce qu'on essaye de faire aussi, de la même manière, il y a ces nouveaux robots chirurgicaux qui sont utilisés, là, on en a 2 à Rennes. On essaye de récupérer toutes les informations des robots pour essayer d'apprendre aussi là sur la gestuelle du chirurgien. Donc, c'est des travaux qui sont en cours et qui nous permettent, ce qu'on voit ici, c'est qu'on analyse les trajectoires et à partir de l'analyse des trajectoires, on peut essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, les différents niveaux d'expertise et éventuellement créer des outils pour l'aide à l'apprentissage. Je vais conclure. J'ai 2 slides pour conclure. Moi, un de mes messages que je trouvais important, c'est que dans tout ce qu'on fait ici, qui sont des travaux qui sont très liés à la technologie du numérique, on ne cherche pas à remplacer le chirurgien. On ne cherche pas à remplacer l'équipe chirurgicale ou la chirurgienne. Ce qu'on cherche à faire, c'est à l'assister et probablement à développer plus ses capacités, ses compétences, et éventuellement à alléger certains des efforts pour lui donner un maximum de présence quand il y a des problèmes difficiles, des questions difficiles qu'il faut résoudre. Donc on ne remplace pas, on est dans, entre guillemets, une collaboration intelligente entre l'homme et la machine. C'est ce qu'on essaye de développer. Et l'intelligence, on la crée par la data science. Voilà, c'est ça notre objectif, au cas où vous auriez la question. Et puis le plus important, c'est ça de toute façon. Quoi qu'on va faire, quelle que soit la technologie, les réseaux profonds, franchement, c'est des détails. Ce sont des outils qui nous permettent de quoi? De faire en sorte qu'un patient ait un meilleur résultat clinique suite à une opération et moins d'effets secondaires. C'est vraiment là-dedans qu'on est, c'est vraiment cet objectif qui nous pousse et qui nous motive. Voilà.
Merci. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez... comment vous faites? C'est des questions maintenant, après? Oui. Oui, c'est... le cerveau, c'est compliqué. Hein. Il y a des autoroutes, il y a des structures qui contrôlent toutes les fonctions cérébrales, toutes nos capacités cérébrales. Et quand on va stimuler électriquement, créer un courant qui stimule électriquement le tissu neuronal, eh ben, aujourd'hui, on n'arrive pas complètement à séparer ce qu'il faut de ce qu'il ne faut pas stimuler. Donc on a des effets secondaires. Alors, on en a de moins en moins parce que les chirurgiens font attention et parce que les techniques ont évolué, mais on a de moins en moins d'effets secondaires, mais on en a quand même et qui sont liés au fait qu'on va aller stimuler du tissu neuronal qu'il ne faut pas stimuler et qui peut être, par exemple, responsable de l'humeur. C'est des troubles de l'humeur. Là, c'était dans le cadre de troubles de l'humeur. Il y a des, j'en parlais une fois, il y a des troubles de l'addiction. Ça peut provoquer de l'addiction aussi chez des patients. De L', addiction. Donc il y a par exemple des patients, les neurologues me racontaient ça, qui deviennent accros au jeu après la stimulation. Casino à non plus finir. On va les toucher au cerveau là, qui est compliqué, hein, qu'on ne connaît pas complètement. Donc on résout à 80-85% les troubles moteurs et on en provoque un peu. Donc ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de cibler le plus possible la stimulation, pas simplement où, hein, là je pense que vous avez compris, mais aussi le résultat clinique, la globalité. Ce qui est le plus important, c'est ça, c'est la qualité de vie en fait. Hein. C'est pas que la motricité, c'est la globalité qui est importante. Oui. Hmm. Oui. Alors, c'est le gros problème du machine learning en santé, et notamment en chirurgie, c'est la quantité de données pour l'apprentissage. Et ça nous pousse, nous, à développer des tas de méthodes pour compenser ce manque de données. Alors j'avais mis quelques slides, mais c'est vrai que ça débordait le temps, mais on va les apprendre sur d'autres sources, on va les apprendre sur des sources textuelles, on va faire beaucoup de transfer learning, on va récupérer des réseaux qui sont préappris sur des images de chats pour les adapter. Je donne un exemple, mais donc on essaie de mettre en place des stratégies qui font qu'on compense ce manque de données par le développement méthodologique. Première réponse. Deuxième réponse, sur cet exemple-là précis, le logiciel qu'on a développé, on l'a installé dans d'autres sites cliniques et en échange, on a demandé qu'on ait accès aux données cliniques. Donc on apprend nos réseaux, pas que sur les données de Rennes, mais aussi sur des réseaux sur des données d'autres sites. Mais c'est un enjeu important probablement pour que le machine learning, machine/deep learning se développe en santé, c'est l'accès aux data. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, on se rend compte, nous, même méthodologiquement parlant, qu'on est dans une limite de ce qu'on peut faire à cause de cette quantité de données qui nous manque. Idéalement, on devrait pouvoir sculpter un traitement qui est lié complètement aux caractéristiques du patient. Chaque traitement devrait être différent. On dit de la médecine personnalisée, hein, mais c'est ça. Chaque traitement devrait être complètement adapté au profil de l'individu. Mais pour arriver à ça, il faut une quantité de données énorme qu'aujourd'hui on n'a pas, mais qui va venir, qui viendra. Donc on va être de plus en plus spécifique dans nos résultats finalement. Oui.
Si, donc il y avait une des diapositives que j'ai montrées où justement on récupérait toutes les données qui sont enregistrées pendant l'intervention, voire notées à la main par les neurologues pendant l'intervention, pour réinjecter dans nos systèmes d'apprentissage. Oui, en fait, on essaye de récupérer toute la donnée là où elle existe. Et donc, il y a de plus en plus, les systèmes permettent de numériser les données, mais ça nous arrive d'aller chercher les feuilles de papier et de rentrer les datas à la main pour avoir un peu plus de données. Mais tout ce qu'on peut avoir, on est vraiment dans cette optique-là aujourd'hui, hein. On est à la chasse aux données. Alors, c'est pas aussi facile parce que doivent être, encore une fois, il faut qu'elles soient homogènes. Parce que si on a des données incomplètes, donc ça nous a obligés à redévelopper d'autres méthodes pour traiter le cas des données incomplètes. Si les données ne sont pas synchronisées, par exemple, dans le cadre de Dwigou, elle va montrer ce qui se fait dans le blog, si les données ne sont pas synchronisées, on ne peut pas les mélanger, les utiliser. Donc il y a des problèmes techniques aussi qui sont liés à ça, mais qui sont en train d'être résolus étape par étape. Il y a des problèmes de protection de données aussi, évidemment, mais là c'est autre chose, mais ça fait partie des problèmes aussi. Ouais. Bah après, comme c'est sur projet, oui, on en discute. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est pas la plus facile parce que le bloc opératoire c'est un endroit assez spécifique. Hein. C'est pas comme tous les services de l'hôpital ou les officines de pharmacie. C'est vraiment un endroit qui est encore clos. Donc on en discute par exemple, enfin dans le cadre de plein de projets. Même au CHU à Pontchaillou, ils sont en train de reconstruire les blocs opératoires, donc voir comment les blocs peuvent être câblés, les données peuvent être récupérées. Et donc ce sera un démarrage de, oui, il faut que ce soit pris en compte dans ces initiatives de Health Data Hub, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. I have just one last question and then you can go afterwards. On a essayé de libérer les contraintes. Donc dans les modèles qu'on essaie d'apprendre, là, on essaie d'enlever les contraintes. Donc on est plutôt sur un X, Y, Z que sur une structure anatomique je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais disons que le lien endroit d'implantation et résultat clinique, on se rend compte que probablement il nous faut encore plus de données et plus d'informations que ce qu'on a aujourd'hui. Éventuellement, enfin, juste un exemple, on n'a pas de données génétiques aujourd'hui. Et probablement, il y a des profils dans les populations de patients sur lesquels ces caractéristiques génétiques pourraient aider à la classification, enfin, permettre au réseau de mieux, de mieux calculer. Et là, on a l'impression qu'il nous manque pas mal de data. C'est pour ça que je ne suis pas complètement sûr qu'on aille beaucoup plus loin que les 80-85%. On est plutôt dans la faisabilité aujourd'hui, et puis c'est vrai que dès qu'on aura plus de données, on va pouvoir enrichir les modèles, mais on n'a pas trouvé encore là. Non, ben non, c'est justement ce qu'on essaye d'enlever, parce que c'était l'hypothèse de base au début dans la stimulation, c'est que on stimule là, donc c'était une zone anatomique, une zone spatiale, et on stimule là, on va avoir ce résultat-là. Mais en fait, on se rend compte que c'est probablement plus compliqué que ça, parce que ça dépend de chacun, et c'est peut-être pas exactement à cet endroit-là, c'est peut-être autour de cet endroit-là. Il y a peut-être des autoroutes autour, donc on a relâché cette contrainte spatiale pour être plus large. Mais ça marche mieux que
mais ça ne marche pas encore complètement. Hello everyone, I'm Duygu. I'm a postdoctoral researcher at University of RAM1 at Medicis Lab. I work with Dr. Jena. And today I will be talking about how we can complement surgeons with situational awareness using computer vision and machine learning techniques. First, a little bit about me. I'm from Turkey. Okay, they tell me to put this closer. So I'm from Turkey, where we drink the most tea in the world. And I did my master's and PhD at State University of New York at Buffalo, which is near Niagara Falls. And if you wonder the climate, this is live footage of some football game being played. And this is the stadium, so it snows a lot there. And I did my master's with my Fulbright scholarship. And I also worked as a research assistant and also project coordinator at Roosevelt Park Cancer Institute. And as you know, the recent advances in machine learning, particularly deep learning, has led to some human-like performance with some particular tasks that requires perception, such as object detection or natural language processing. And we now even have fully automated software that can, for example, detect a tumor in your lung CT, or it can tell you whether you have diabetic retinopathy by looking at the eye imaging. And these are software that use machine learning and computer vision, and they are approved by the government to be used in clinical setting. So while we see these advances in medical imaging, we don't yet see those in surgical domain because we have some unique challenges such as the unstructured environment and also the subjective practices of the surgeons. So in the past, I think Pierre has mentioned a little about this. In the past, the surgical experience was dependent on just one person, the head surgeon, or a very small surgical team. And they had limited tools, and they had limited domain knowledge, and they had limited experience, so they couldn't compare. But today, we are surrounded with many technical advances in the operating room. And we have access to domain knowledge, which is now much broader. And we have access to case knowledge, so we can take our patient and compare it to other cases, similar cases, and we can see what was done and what was the outcome. And we can access a lot of data about the patient himself or herself, and we can monitor their vital signs by many little screens, actually, and many technological devices in the operating room. But it turns out that humans are limited when it comes to cognition, and they cannot really make sense of this data, especially when it is coming from different sources. So it turns out that this is called the information gap. And like I mentioned, we cannot make sense of the underlying patterns and correlations. And this actually leads to information overload, which leads to cognitive overload. And it might, in fact, decrease the capability of surgeons to attend, process, and integrate information efficiently. So it might make them more prone to making medical errors. And as a matter of fact, medical errors are the third leading cause of death in the United States alone. And what is more shocking is that a pilot study shows that 75% of these medical errors goes unnoticed by the team at the time of surgery. So this means that they were able to tell something was wrong only when they look back to their recordings with the videos. So it turns out humans make mistakes not because they are bad at decision making, but because they fail to read vital signs. So for example, according to the study of aviation by Micah Ensley,
as much as 88% of human error is due to problems with situation awareness. So it means that they fail to read vital signs, they fail to read situations, which leads to errors. So what is situation awareness then? So Micah Ainsley defines situation awareness as the perception of elements in the environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in the near future. So if we are talking about a situation-aware system, ideally we should be first able to perceive our environment. That is, we need to detect the certain key elements such as the objects and actors. And next, we should also be able to put more context to it. We should have more comprehension. So we should be able to refer relationships between actors and objects, for example. And then, again, we should also be able to make projection in the future. We should be able to predict how the situation will evolve. So based on all of these information, we make decisions and we perform the actions. Then we use the outcome as another input knowledge that feedbacks in the system. So I talk about perception, and I mentioned that it is more about cue detection, simple recognition of actors, objects, events. And so you can actually think of this as the object detection problem in computer vision, for example. So we have these algorithms that we use in computer vision using machine learning that can detect and classify objects in a given image. And we would also like to have more context. So by going our example, we don't only want to be able to say that there is a cake, there is a turkeys, there are 4 candles in this image, but we actually want to be able to infer that this is a birthday party. And the kid in the orange t-shirt is the birthday boy, and he's turning 4, and the kids next to him might be his siblings or friends. So we should be able to refer more relationships, and we should be understanding the environment better. So again, going with our example, we should also be able to tell what will happen next. So by looking at this image, we can predict that the kid is going to blow the candles, and the other kids will cheer up. And we might actually make a mental note to keep an eye on the birthday boy when he gets near to the candle flame. So then, what do the operating rooms of the future look like by all this situation awareness that we had talked about? I will now show you a video as a showcase. In case you don't know, it's from Catch Me If You Can. And, okay, maybe I should first introduce. There's Frank. He's a high school student who is too smart for his own good, but he's a con man. So long story short, he puts on a jacket and goes into the hospital, and this is what happened next. And I hope you will be able to hear. Oh, in here, Dr. Connors. Gentlemen, what seems to be the problem? Bicycle accident. Fractured tibia about 5 inches below patella. As you can tell, he has no idea what he's doing. Dr. Harris, Yes? do you concur Concur with what, sir? with what Dr. Ashland just said? Do you concur? Well, it was a bicycle accident. The boy told us. So you concur? Concur? I think we should take an x-ray, then stitch him out and put him in a walking cast. Very good, Dr. Ashland, very good. Well, you don't seem to have much need for me. Carry on. So what we would ideally like to have is like these 2 gentlemen. So they are able to read the situation, they are able to make a diagnosis,
and they are able to give you suggestions on what to do next. And even when you ask them, they are able to justify their reasons. So these two gentlemen would put us somewhere around level 4 in this chart, and it shows the different levels of automation in surgical applications, but actually it could be applied to anything that relates to autonomy. But today we will be talking about level 1, where the surgeon is in control, but there's some guided assistance given to him by the automated system, which we believe is a necessary step towards full automation. So I mentioned the problem of perception, and I likened it to the computer vision problem here, like the object detection problem. And so this is what I did basically with my studies, and this is what we do in the lab that relates to computer vision and machine learning. So we reduced the problem of situation awareness in the operating room to a set of problems of computer vision and machine learning. So these are more core problems. So first things first, I prepared this data set, which is called Atlassian dataset. So I was working at Roosevelt Park, and it has video of surgeons in training while they are performing on this plastic set. And it has the annotations of robotic tools, the timestamps of the actions, and the surgeon expertise levels. If you would like to use it, it's publicly available. And first, we wanted to focus on the tools because those are the most informative in the operating field. So that we can also use these to refer to the actions of the surgeons, so we can use it later to put in more context. So we use the subset of this data set. And so this is an overview of our model. As you can see, it's a multimodal input and joint learning model. We learned 2 tasks, so it's a multitask architecture. So we have the inputs of RGB images from the videos that we extract, and we also have the optical flow. That is the RGB representation of the optical flow that we compute between 2 sequence frames. So this tells us about the motion, the small motion that happens between the frames. So we have an architecture that's similar to AlexNet, so it's a simple architecture. And if you are familiar with FasterRCNN, we have a region proposal network. So what this region proposal network does is it suggests some regions as an object candidate. And so we don't have to go in a sliding window fashion. So we have these proposals to work with, and we have little anchors that relates its position in relation to its size and scale and the place. So I don't know how much in detail I should go, but I will stop here. So this way we don't have to go in a sliding window fashion, and this decreases the computation time quite a lot. And another thing that helps is in this architecture, we first convolve the image, and then we work on the feature map that we gather. So we don't have to convolve every time we run a sliding window. So this actually decreases the time quite a bit. And at this time, it was the first to apply deep learning to this kind of problem. So these are some results that we received with our approach. So, and these are some visual results. As you can see, it does a good job, even when, for example, the tool is almost out of sight or it is occluded. And next, we focus on the action. So in our previous example, the architecture, we were using frames. But if we are talking about action, we need to be able to understand the temporal dynamics better. So for example, using this sequence of images,
If we look at the first image only, or if you look at the last image only, it's hard to tell what is happening. But if we have the whole sequence, we can see what is happening very clearly. So this is the idea. We use sequences, so we use the temporal dynamics and changes. So for this one, we use the Jigsaw dataset. So this is a very popular dataset in our field by Johns Hopkins. And again, the surgeons are trained here in these videos, and they perform 3 tasks of suturing, needle passing, and knot tying. And what is good about this dataset is that they have annotations down to the level of small gestures, which are very small activity segments. So while we were trying to detect the actions, our focus was finding common segments of actions, the very small actions. So before this, the conventional way was to just train a model based on the actions that take place under just one task. And they trained another model on another task. But here we focus on finding the common actions. For example, like positioning the needle, it might take place in the first task or the last one, the suturing. And they seem to be very signature when you look at the motion, but of course the background changes. But we wanted to be able to find these even if they took place in another setting. So this is the overview of this architecture that we use, which is similar to the first one, if you noticed. And so we have, again, a multimodal architecture, multitasking architecture. And we use the flow, like the motion cues, and we use the visual cues of RGBs, again, as input. But here we also have LSTM, which makes use of the temporal dynamics. So we use the LSTM for the sequence inputs, and we use the features that we gather from the CNN part. So here we learn jointly 2 tasks, which is the high-level task, and the gestures that I mentioned, such as positioning the needle. So using these joint relationships, we are able to perform better because we learn, make use of test-specific and shared representations. So these are the results that we achieved, but they seem kind of low on the lower side, but as I mentioned, we are focusing on finding the common actions, so actually we perform better than the other conventional methods. So up until this point, we were just doing classification. So we reduced the problem of situational awareness to some core problems in computer vision and machine learning, but then there's this problem of how we can put more context to it. So this is where the comprehension comes. So for this, we make use of surgical process modeling and ontologies. So the surgical process modeling aims to define surgeries through the quantitative analysis. So it breaks it down into different levels, hierarchical levels of activities. So what is good about this is that now we have the power of computation because we have computable process models, and we can make use of these models to put our classifications in context. So for example, here we can observe a surgery and come up with a surgical process modeling of just one surgery. And we can also observe more surgeries, and we can come up with a more generic model. And for example, just by using these, we can compare the individual one and the generic one to see how it deviates from the common practice. And we can also couple this with our classification methods, and so we can use recognition and analysis
And for example, here we see a work in our lab by Arno. So we are able to tell that these surgeons are performing the same action, even if their little gestures and little movements tend to differ. So we are able to tell that this is the same action that is taking place. So we wouldn't be able to tell this just by using the classification because of the small movements that differ. And we can also have more context. We know what happens before and what will happen next. We have at least a probabilistic model that we can use. So we also need ontologies because we need a common vocabulary to define these surgical process models. And ontologies are good because they are provide us machine interpretable definitions of basic concepts in this domain. And there's the OntoSPM if you would like to check and help develop. And you can find it on our website. So as I mentioned, the surgical process model breaks down the surgical activities at different hierarchical levels. So we can define these with ontologies down to the level of just one action. So we can represent just one small action using a triplet of verb, instrument, and object, which is usually the anatomical structure that is performed on. And so putting all this together, we now try to put more context to our solutions. So this is another work that we do with University of Tokyo. It's again similar to the previous models, but here we use more modalities of kinematics as well, and we try to solve the problem of having more context with our classification. And this is the other project that we are working on. It's called Condor, and it has many aspects to it. So, so we work with the dataset Collect80, which is again a public dataset, and there will be a newer version of it. So they provide the phases, steps, and action triplets that, like I mentioned, and so it will be extended. So there will be more additions, but I'm not getting into that either. So we can actually work on a new procedure and create an ontology on it by adding things that are more unique to these procedures. So this is what we did when we created a new ontology for it. And okay, this was a video, but it's not working. Okay, so this is the side that University of Strasbourg is more focusing on. So if you could see, this was a video of detection of action triplets in action. And here in REN, we focus more on detection of events, which might be medical events or technical events. The medical events could be bleeding, so we would like to warn the surgeon when there is bleeding because they might be missing it. And there's also the technical events that might affect the view. So we want to be able to tell when there is some occlusion that degrades the view, because this is important. It's actually a predictor of the quality of the surgery. So these are the things that we are working on, and thank you for listening. And if you have any questions, you can ask. No questions, I think. Thank you for listening.